Par un joli soir de septembre, dans une rue arborée aux couleurs automnales, un jeune homme à la mine soucieuse rejoint d'un bon pas l'appartement new-yorkais qu'il partage avec sa copine et un étudiant. Voilà plusieurs jours que l'ambiance se dégrade au sein de leur colocation. Il ne supporte plus que son amoureuse traîne toute la journée dans leurs 3 pièces, accompagnée dans son oisiveté par leur colocataire qui sèche ses cours. Et il n'aime pas comment l'étudiant la regarde. Il s'est toujours empêché d'être jaloux, n'a jamais interrogé sa copine sur ses occupations en tête-à-tête avec leur colocataire. Il y a 1 heure pourtant, un ami lui a ouvert les yeux. L'étudiant se défonce, et il a initié sa copine à toutes sortes de drogues. Lui-même a déjà sniffé avec elle quelquefois en soirée pour s'amuser, mais jamais en journée, jamais sans elle. À mesure qu'il se rapproche de l'appartement, la tristesse le gagne. Il se remémore son arrivée à New York, son excitation devant la façade en briques rouges de leur immeuble de Manhattan, et... Manhattan? Ça se passe pas à Brooklyn? La véritable histoire s'est déroulée à Brooklyn, mais là, je te donne la version que m'a racontée mon éditeur. Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. 3 jeunes Français venus goûter au rêve américain. 3 Français? Je croyais que c'était une colocation internationale. Jess m'interrompt parce qu'elle est ferrée. Cette histoire que mon éditeur m'a confiée a réveillé en elle son âme de journaliste. Dans ce restaurant italien de Brooklyn, elle ne ronge plus que du bout des dents sa focaccia. Elle touche à peine à son limoncello. Je découvre qu'une bonne journaliste devant une histoire prometteuse ressemble à un chien de chasse devant un couple de faisans. Il gravit les marches sans impatience. Là-haut, sa copine et l'étudiant l'attendent. Il ignore dans quel état. Sa décision est prise. Elle ne va pas leur plaire, mais il n'a pas le choix. C'est pour leur bien à tous les 3 et pour le bien de son avenir professionnel. Je raconte à Jess sans effusion, avec détachement, plus amusé par son intérêt qui me semble exagéré que concerné par ce récit dont je ne sais pas quoi faire. J'ignore à cet instant que je me lancerai à corps perdu dans cette histoire, qu'elle m'aspirera tout entier dans des spirales de nuits blanches et de journées furieuses, de rencontres bouleversantes, de rage, d'espoir déçu, de révolte, de cris et de larmes. Dans quelques semaines, je ne serai plus jamais le même. Et ce soir-là, je n'en ai pas la moindre idée. Personne ne s'en doute, sauf peut-être Jess et son mari, Eddie, qui savent les dégâts d'une histoire vraie sur ceux qui la creusent. Nous sommes 6 autour de la table à attendre notre tiramisu dans une cacophonie italienne joyeuse. Un soir heureux que j'aurais dû oublier s'il n'avait été le point de départ. Moi, le sage pourvoyeur de fiction, j'étais sur le point de vaciller, soufflé par une histoire vraie pleine de traîtres, de poisses et de morts. Une histoire inhumaine peuplée d'humains. Ses boss ont remarqué qu'il était moins performant. Tout le monde voit bien qu'il est soucieux. Chaque jour, il rejoint son bureau la peur au ventre à l'idée d'être convoqué par sa hiérarchie. Nous sommes en 2001, les appareils photo numériques sont l'avenir et il s'en voudrait toute sa vie d'avoir sabordé ce début de carrière prometteur chez Kodak. Je ne sais pas d'où mon éditeur tient cette information précise qui se révélera fausse. J'ai creusé cette histoire jusque dans des recoins improbables. Je peux par exemple vous dire que la fille de l'un des détectives des NYPD chargés de l'enquête est très bien classée dans le milieu de la natation nord-américaine avec un record personnel à moins de 2 minutes et 15 secondes en 200 mètres nage libre. Information authentique. En revanche, je n'ai jamais trouvé trace de Kodak nulle part. Je soupçonne qu'un des conteurs qui a précédé mon éditeur a cru bon d'ajouter une petite touche vintage à cette histoire qui a débuté en 2001. Travailler chez Kodak ressemble au démarrage cool d'un jeune diplômé de l'époque, tout juste sorti d'école de commerce, muni de son BlackBerry, de sa chemise ample à manches courtes, de sa cravate trop large dont le bout pointu balaie la boucle de sa ceinture Lévi-Strauss, et qui note tous ses rendez-vous dans son agenda Filofax à feuillet rechargeable.